Je venais de signer un contrat de 6 millions de dollars et je suis rentré à la maison pour l'annoncer à ma famille. Mais ma sœur m'a poussé dans les escaliers et, quand je me suis réveillé à l'hôpital, mes parents ont dit que je l'avais mérité. Quelques jours plus tard, toute ma famille est venue se moquer de moi. Mais quand ils ont vu qui était à mes côtés, papa a crié, « Mon Dieu, c'est... » Bonjour, je m'appelle Robin et j'ai eu 27 ans le mois dernier, le jour où tout a changé. Je venais de signer un contrat de 6 millions de dollars avec les Chicago Bulls. J'étais au sommet du monde, prêt à partager mon succès avec ma famille, malgré notre relation compliquée. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur, Vanessa, me pousse dans les escaliers par jalousie. Et je n'aurais jamais pensé me réveiller seul dans un lit d'hôpital, abandonné par mon propre sang. Avant de te raconter comment je suis passé d'un contrat qui allait changer ma vie à un lit d'hôpital, dis-moi d'où tu regardes ceci. Laisse un commentaire et abonne-toi si tu veux entendre des histoires qui te rappellent que les liens du sang ne définissent pas toujours la famille. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Boston avec mes parents Kennedy et Linda, ma sœur aînée Vanessa, qui a 32 ans, et mon petit frère Noah, qui a 23 ans. De l'extérieur, on avait l'air d'être la famille américaine parfaite, mais les apparences trompent. Depuis que je m'en souviens, il y avait toujours une hiérarchie non dite dans notre maison. Vanessa était la fille préférée. Noah était le bébé de la famille et moi, j'étais au milieu, souvent oublié ou ignoré. Mes parents assistaient à chaque récital de piano et exposition d'art de Vanessa, louant ses talents médiocres comme si elle était destinée à la grandeur. Pendant ce temps, mes matchs de basket étaient une corvée, quelque chose où ils allaient seulement si rien de mieux ne se présentait ce jour-là. Le basket n'est pas une vraie carrière pour une fille, disait souvent mon père avec mépris chaque fois que je parlais de mes rêves. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique, comme ta sœur. Vanessa savait qu'elle avait ce pouvoir sur moi, le soutien inconditionnel de nos parents, et elle l'utilisait comme une arme. Quand nous étions petites, elle cassait ses propres affaires et me faisait porter le chapeau, ce qui entraînait ma punition. En grandissant, ses tactiques sont devenues plus sophistiquées, plus manipulatrices. Elle faisait des remarques méchantes sur mon apparence devant ses amis ou oubliait de m'informer des plans familiaux. « Oh, maman ne t'a pas dit qu'on dînait chez grand-mère ce soir ?» Je pensais que tout le monde le savait, disait-elle avec une fausse innocence, sachant très bien que c'était à elle de me prévenir. À 16 ans, j'ai compris que si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais l'obtenir par moi-même. J'ai trouvé un travail dans le supermarché du coin, rangeant les rayons après l'école et les week-ends. J'ai économisé chaque centime, sachant que mes parents privilégieraient le fonds universitaire de Vanessa au mien. Pendant qu'ils payaient pour qu'elle aille dans une école d'art coûteuse à New York, moi j'ai demandé des bourses et travaillé à plusieurs emplois pour payer mes études à l'université publique. Le basket était mon échappatoire, ma passion et, finalement, mon billet de sortie. Je m'entraînais des heures après l'école, souvent seul sur le terrain du quartier, perfectionnant ma technique à travers d'innombrables exercices. Quand il pleuvait, j'étais quand même là. L'eau rendait le ballon glissant et difficile à contrôler, mais je n'abandonnais jamais. Le son du ballon frappant le sol mouillé, le grincement de mes baskets sur le terrain, le claquement du filet quand je réussissais un tir parfait. Tout ça est devenu la bande-son de ma détermination. C'est pendant une de ces séances d'entraînement solitaire sous la pluie que l'entraîneuse Sophia m'a vu pour la première fois. Elle avait 42 ans, était dure comme la pierre et avait cette attitude directe qui imposait le respect. Elle s'est arrêtée dans sa vieille voiture bleue cabossée, a baissé la vitre et m'a observé pendant 20 minutes avant d'approcher. « Tu as un talent naturel », a-t-elle dit, pas comme un compliment, mais comme une simple constatation. Mais le talent sans discipline ne vaut rien. Si tu es prête à travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait, je peux t'aider à transformer cette habileté brute en quelque chose de spécial. Sophia est devenue plus qu'une entraîneuse. Elle est devenue la figure maternelle que j'avais toujours désirée. Elle m'a poussé à mes limites. Elle a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même et n'a jamais traité mes rêves comme quelque chose de moins que des objectifs atteignables. Sous sa direction, je suis passé d'une joueuse talentueuse mais dispersée à une athlète disciplinée avec un vrai potentiel. Les recruteurs universitaires ont commencé à venir à mes matchs pendant ma dernière année de lycée. J'ai reçu plusieurs offres de bourse et j'ai accepté celle d'une université de division 1 avec un bon programme de basket féminin. Mes parents ont à peine reconnu cet accomplissement. Je suppose que ça nous fera économiser de l'argent, a commenté ma mère quand je leur ai montré la lettre de bourse, comme si c'était la seule valeur de ce que j'avais réussi. C'est à l'université que j'ai rencontré Marcus.
Il était en première année de droit quand nous nous sommes littéralement rentrés dedans à la cafétéria du campus. Je courais à l'entraînement. Lui était absorbé dans un livre de droit constitutionnel et notre collision a fait renverser ma boisson sur ses notes. Je m'attendais à ce qu'il se fâche, mais au lieu de ça, j'ai reçu un sourire qui a fait bondir mon cœur. Maintenant j'ai une excuse pour réécrire ça, a-t-il plaisanté en montrant les pages tachées de violet. Honnêtement, je cherchais n'importe quelle excuse pour faire une pause. Marcus était différent de tous ceux que j'avais connus. Il venait d'une famille aimante et solidaire et ne pouvait pas comprendre la dynamique que je décrivais avec la mienne. Il écoutait souvent avec incrédulité pendant que je lui racontais des histoires de mon enfance. « Ce n'est pas normal, Robin, disait-il. Les familles sont censées se soutenir, se construire, pas se détruire. » Avec le soutien émotionnel de Marcus et la guidance continue de Sophia, j'ai prospéré à l'université. Je suis devenu une joueuse vedette, battant plusieurs records scolaires et attirant l'attention des recruteurs professionnels. Mon diplôme en gestion sportive m'a donné un plan B, mais mon cœur était tourné vers une carrière professionnelle. Pendant ce temps, ma famille continuait son schéma d'indifférence. Ils ont assisté exactement à 2 de mes matchs universitaires en 4 ans. Vanessa était revenue à la maison après avoir échoué comme artiste à New York et travaillait dans une galerie locale, se plaignant sans arrêt du manque de reconnaissance de son talent. Noah suivait les pas de mon père, étudiant les affaires et montrant déjà des signes d'adopter son attitude méprisante envers ma carrière. Malgré leur manque de soutien, je suis resté déterminé à réussir, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver à moi-même que j'étais digne de ce rêve que je poursuivais depuis si longtemps. Chaque rejet, chaque commentaire méprisant, chaque match auquel ils n'allaient pas ne faisait qu'alimenter ma détermination. Je réussirais avec ou sans eux. Et alors que j'entrais dans ma dernière année d'université, avec des recruteurs professionnels assistant régulièrement à mes matchs et mon nom mentionné dans les discussions sur la prochaine génération de stars du basket féminin, j'ai commencé à croire que toutes ces années de travail acharné, tous ces jours de pluie sur le terrain, tous ces matins tôt et ces nuits tardives d'entraînement allaient enfin porter leurs fruits. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que mon plus grand défi ne viendrait pas du terrain, mais des personnes censées m'aimer le plus. Les personnes qui partageaient mon sang, mais pas mes rêves. Les personnes qui préféraient me voir échouer plutôt que réussir à mes propres conditions. Le match qui a tout changé a eu lieu pendant le championnat national universitaire. Nous perdions de 2 points, il restait 10 secondes. Le ballon m'est arrivé sur la ligne des 3 points et le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir chaque option, la position de chaque joueuse, comme si le terrain était devenu un échiquier et que je pouvais anticiper chaque mouvement possible. J'ai fait semblant de passer à ma coéquipière de droite, j'ai pivoté à gauche et j'ai tenté un tir en suspension juste quand la sirène a retenti. Le ballon a décrit un arc dans l'air et tout le stade est devenu silencieux. Quand il est passé directement dans le filet, la foule a explosé en un rugissement que j'entends encore dans mes rêves. Nous avions gagné le championnat et j'avais marqué le panier de la victoire. Ce moment a été capturé par des dizaines de caméras et diffusé sur les chaînes sportives de tout le pays. Et soudain, mon nom était sur toutes les lèvres. 3 recruteurs sont venus me voir après le match, carte de visite en main, avec des promesses d'un avenir brillant suspendu entre nous. Le plus insistant venait des Chicago Blast, une équipe qui avait eu du mal ces dernières saisons et cherchait du sang neuf pour revitaliser son effectif. Leur première offre était bonne, mais Marcus, qui venait de réussir l'examen du barreau et travaillait dans un cabinet de droit sportif, m'a conseillé de négocier. « Ils te veulent plus qu'ils ne le montrent », a-t-il dit en examinant les termes du contrat. C'est juste leur position de départ. On peut pousser pour de meilleures conditions. Les négociations ont duré 3 mois avec des offres et contre-offres qui allaient et venaient. À chaque nouvelle proposition des Blast, Marcus l'analysait en détail, montrant où nous pouvions encore améliorer les termes. C'était une période stressante, pleine d'incertitudes et de doutes. Et s'il retire l'offre complètement, ai-je demandé à Marcus une nuit, incapable de dormir à cause de l'anxiété. Et si je mets trop de pression et qu'ils décident que je n'en vaux pas la peine? Ils ne se retireront pas, m'a-t-il assuré avec une confiance inébranlable. Tu es la meilleure promesse de cette saison. Ils ont plus besoin de toi que toi d'eux. L'entraîneuse Sophia m'a aussi beaucoup soutenu pendant cette période. Elle avait des contacts dans la ligue professionnelle et me disait souvent que l'intérêt de Chicago était réel. Ils construisent leur stratégie autour de toi, m'a-t-elle dit. Ils ont déjà commencé à dessiner des tactiques pour mettre en valeur tes points forts. Crois-moi. Ils ne vont pas partir. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité,
nous sommes arrivés à un accord, 6 millions de dollars sur 3 ans, avec des primes de performance pouvant ajouter 2 millions de plus. C'était plus que je n'avais jamais rêvé, une validation de chaque sacrifice, chaque heure d'entraînement, chaque moment de doute que j'avais surmonté. Le jour où j'ai signé le contrat, c'était irréel. Le président de l'équipe, Charles Wilson, une légende du basket, m'a personnellement accueilli au Chicago Blast. Les flashs des caméras nous éblouissaient pendant que nous nous serrions la main et que je luttais pour garder mon calme, pour ne pas laisser mes larmes de joie et de soulagement couler devant toutes ces personnes importantes. Bienvenue dans la famille, Robin, a dit Charles avec une poignée de main ferme et un vrai sourire. Nous croyons que tu vas aider à mener cette équipe au championnat. En sortant du siège des Blasts, avec le contrat signé et mon avenir assuré, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. De la fierté pour ce que j'avais accompli, de l'excitation pour ce qui allait venir, mais aussi une tristesse persistante de n'avoir personne de ma véritable famille avec qui partager ce moment. Malgré des années de négligence et de mépris, une partie de moi désirait encore leur approbation, leur reconnaissance. Et dans ce moment de triomphe, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai décidé de rentrer à la maison et de partager la nouvelle avec ma famille, espérant que peut-être, cette réussite, ce succès indéniable, les ferait enfin me voir. Avant de partir pour Boston, j'ai fait un appel vidéo à Marcus depuis ma chambre d'hôtel. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il avec une inquiétude évidente dans sa voix. « Tu sais comment ils sont. Je ne veux pas que ça te gâche ce moment. » « Je dois essayer, ai-je dit. Peut-être que cette fois ce sera différent. Peut-être qu'ils seront enfin fiers de moi. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, c'est ton accomplissement. Personne ne peut te l'enlever, et je suis incroyablement fier de toi, Robin. » Ces mots m'ont réconforté, mais je ressentais encore cette attirance, ce besoin de partager mon succès avec les personnes qui m'avaient toujours connu, même si elles ne m'avaient jamais vraiment vu. Je me suis arrêté dans plusieurs magasins avant d'aller chez mes parents, choisissant des cadeaux réfléchis pour chacun d'eux. Pour mon père, une montre de luxe qu'il voulait depuis longtemps. Pour ma mère, un sac de sa marque de créateur préférée. Pour Vanessa, un collier d'une créatrice de bijoux à la mode. Pour Noah, la dernière console de jeu dont il parlait sans arrêt. Dans ma tête, j'imaginais leurs réactions, leurs surprises et leur joie. Pas seulement à cause des cadeaux, mais aussi en apprenant que moi, la fille du milieu ignorée, j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que maintenant, ils verraient que mon chemin, même différent de celui qu'ils avaient imaginé pour moi, était valable et digne de respect. En conduisant vers la maison où j'avais grandi, l'espoir et l'anxiété s'entrechoquaient dans ma poitrine. Je répétais ce que j'allais dire, comment j'allais leur raconter pour le contrat, pour l'avenir qui s'ouvrait à moi. J'imaginais des étreintes, des félicitations, peut-être même un dîner de célébration en famille. Ce que je ne pouvais pas imaginer, ce que je n'ai jamais vu venir, ce furent la jalousie, la rancune et la violence avec lesquelles mon succès allait être accueilli. En entrant dans l'allée de la maison de mon enfance, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de vivre la trahison la plus sombre de ma vie, de la part des personnes qui auraient dû m'aimer le plus. L'odeur familière du pot pourri à la cannelle de ma mère m'a frappé quand j'ai ouvert la porte d'entrée. La maison semblait exactement la même qu'avant, des photos de famille qui couvraient le mur de l'escalier aux meubles usés mais propres du salon. Pendant un instant, la nostalgie m'a envahi. Des souvenirs d'enfance quand les choses étaient plus simples, avant que la dynamique familiale ne se solidifie dans son schéma toxique actuel. « Bonjour » ai-je appelé en posant les sacs pleins de cadeaux. « Il y a quelqu'un à la maison. » Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son expression est passée de la surprise à un sourire forcé en me voyant. « Robin, on ne t'attendait pas » dit-elle d'un ton qui montrait clairement que ma visite imprévue était un dérangement. « Je voulais vous faire une surprise à tous » ai-je répondu en essayant de garder une voix légère, sans laisser son accueil froid éteindre mon enthousiasme. « Tout le monde est là. Ton père regarde la télé dans le bureau. Vanessa et Noah devraient arriver bientôt. » Elle a jeté un coup d'œil au sac. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Juste quelques cadeaux. J'ai une bonne nouvelle et je voulais la partager avec vous. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte avec la télécommande encore à la main, l'air légèrement agacé d'avoir été dérangé dans sa routine du soir. « Robin » a-t-il reconnu avec un hochement de tête. « Qu'est-ce qui t'amène » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Vanessa est entrée, suivie de près par Noah. Les yeux de Vanessa se sont plissés en me voyant, tandis que Noah a au moins esquissé un petit sourire.
Réunion de famille, a dit Vanessa avec sarcasme en laissant tomber ses clés sur la petite table. Quelle est l'occasion? J'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit, le cœur battant, mêlant excitation et appréhension. On peut s'asseoir quelques minutes tous ensemble. Nous nous sommes réunis au salon, où un silence gênant a pris toute la place. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à partager ma nouvelle. Je viens de signer un contrat avec les Chicago Blast, ai-je annoncé, incapable de cacher la fierté dans ma voix. 6 millions de dollars sur 3 ans, avec des primes de performance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les sourcils de mon père se sont légèrement arqués, le premier signe de vraie surprise que j'avais vu chez lui depuis des années. La bouche de ma mère s'est ouverte puis refermée, comme si elle cherchait ses mots. Noah n'avait pas l'air vraiment impressionné, tandis que le visage de Vanessa était complètement figé, ses jointures blanches serrant son sac. 6 millions de dollars, a fini par dire mon père, avec une incrédulité évidente dans la voix. Oui, ai-je confirmé en prenant un des sacs. Et je voulais fêter ça avec vous tous. J'ai apporté quelques cadeaux. Des cadeaux, a répété ma mère, les yeux désormais fixés sur les sacs. J'ai commencé à distribuer les présents, en expliquant chaque choix pendant que je les tendais. Mon père a examiné la montre avec un mélange d'appréciation et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du ressentiment. Ma mère a fait glisser ses doigts sur le cuir doux du sac de créateur avec une expression illisible. Noah n'était pas vraiment ravi de la console de jeu, il s'est mis tout de suite à en examiner les caractéristiques. Et puis il y avait Vanessa. Elle a ouvert lentement la boîte à bijoux, regardant le collier sans le toucher. Je me souviens que tu admirais cette créatrice quand on a vu sa collection dans un magazine l'an dernier, ai-je expliqué, espérant voir son visage s'adoucir un peu. Au lieu de ça, elle a refermé la boîte d'un coup sec et l'a posée sur la table basse avec un soin calculé. Comme c'est gentil de ta part de jeter ton argent partout, a-t-elle dit d'une voix chargée de mépris. Ça doit faire du bien de frimer comme ça. Vanessa, a dit ma mère à moitié, mais il n'y avait pas de vrai reproche dans son ton. Non, maman, soyons honnêtes pour une fois, a continué Vanessa en haussant la voix. La petite Robin revient après avoir signé un gros contrat sportif et croit qu'elle peut acheter notre approbation avec des cadeaux chers. Ça résume bien la situation. J'ai senti mon visage brûler de douleur et de honte. N'est-ce pas ce que j'essayais de faire? Je voulais juste partager ma joie avec vous. Ta joie, a répété Vanessa en se moquant. Parce que c'est toujours à propos de toi, pas vrai? Même quand tu n'es pas là, tout est Robin ci, Robin ça, de la part de ta précieuse entraîneuse et de ton petit ami parfait. Pauvre Vanessa, coincée à la maison avec un boulot sans avenir pendant que sa sœur devient une star du sport. Personne n'a parlé de moi, ai-je dit, perdu face à son éclat de colère. Je n'ai presque pas eu de vos nouvelles depuis des mois. Bien sûr, a ricané Vanessa avec amertume. C'est pour ça que j'ai dû l'apprendre par Madame Anquin, la voisine, à quel point je devais être fier de ma sœur couronnée de succès. C'est pour ça que les clients de la galerie me demandent si je suis de la famille de cette basketteuse, et qu'ils sont déçus quand ils comprennent que je suis juste la vendeuse. La tension a monté dans la pièce pendant que Vanessa vidait des années de jalousie refoulée. À ma surprise, au lieu de calmer la situation, mes parents ont commencé à prendre son parti. Tu as toujours eu une façon de faire tourner les choses autour de toi, Robin, a dit mon père en reposant la boîte de la montre sur la table, à côté du collier rejeté de Vanessa. Tu viens ici pour exhiber ton succès, comme si on devait tous te dire merci pour ton attention et tes aumônes. Des aumônes, ai-je répété, stupéfaite par l'accusation. Ce sont des cadeaux. Je pensais que vous seriez content pour moi. Content que tu aies gaspillé des années dans une carrière qui s'arrêtera dès que tu te blesseras, a ajouté ma mère. Content que tu vives un rêve irréel au lieu de construire quelque chose de stable et de significatif, comme ta sœur a essayé de le faire. Je n'en croyais pas mes oreilles. Dans quel monde Vanessa, qui avait quitté l'école d'art et travaillait à temps partiel dans une galerie, était-elle l'exemple? J'avais un diplôme, un contrat pro, une sécurité financière, et malgré tout, on me peignait encore comme la déception de la famille. Je voulais aussi vous dire que je prévois d'acheter une nouvelle maison, ai-je dit, essayant de ramener la conversation sur du positif. Quelque chose d'assez grand pour nous tous, si vous vouliez venir plus souvent ou même déménager plus près de Chicago. C'était la pire chose à dire. Le visage de Vanessa s'est tordu de colère. Maintenant tu proposes de nous acheter une maison, comme si on était un cas social que tu peux régler avec ta nouvelle fortune.
Tu te rends compte à quel point tu es condescendante, là, tout de suite. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je protesté, sentant que la situation m'échappait. Je pensais juste que ce serait bien d'avoir un endroit où on pourrait se retrouver plus souvent. On n'a pas besoin de ton argent ni de ta pitié, a dit mon père froidement. Certains d'entre nous ont de la dignité. L'insinuation que je manquais de dignité parce que j'avais travaillé dur et réussi dans le domaine que j'avais choisi m'a giflé. Je me suis levé, luttant pour retenir mes larmes. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu partager quelque chose d'important avec les personnes dont je pensais qu'elles seraient heureuses pour moi. Clairement, je me suis trompé. Je me suis dirigé vers l'escalier, décidé à aller dans mon ancienne chambre pour me calmer avant de partir. Vanessa m'a suivi, le visage rouge de rage. « Tu fais toujours ça ?» a-t-elle craché, sa voix montant jusqu'au cri. « Tu joues la victime quand les choses ne se passent pas comme tu veux. » Pauvre Robin, si incomprise, si peu appréciée. « Je ne me fais pas la victime, ai-je dit, la main sur la rampe. J'ai juste besoin d'une minute seule. » Seule. Tu veux être seule ? Très bien, a hurlé Vanessa, et avant que je puisse réagir, elle a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a poussé en arrière de toutes ses forces. Le temps a semblé ralentir pendant que je perdais l'équilibre. Je me souviens du regard de Puren sur le visage de Vanessa, du souffle coupé de Noah, du terrible instant d'apesanteur quand j'ai commencé à tomber. Ma tête a heurté le bord d'une marche dans un craquement affreux et la douleur a explosé dans mon crâne. J'ai dévalé les marches restantes, mon corps frappant chacune avec une force qui me secouait les os, jusqu'à m'arrêter en bas, alors que le monde s'assombrissait autour de moi. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance a été la voix de ma mère, froide et distante. Elle l'a mérité. 3 mots qui allaient changer pour toujours ma vision de ma famille. 3 mots qui confirmaient ce que j'avais toujours soupçonné, sans jamais vouloir le croire. Il ne m'aimait pas seulement pas, il souhaitait activement mon malheur. Le bip continu d'un moniteur cardiaque a été la première chose dont j'ai eu conscience. Le son perçait l'obscurité, me tirant vers la conscience à chaque pulsation électronique. Mes paupières étaient incroyablement lourdes, comme si elles étaient collées. Quand j'ai enfin réussi à les ouvrir, la lumière fluorescente crut m'a lancé des poignards de douleur à travers le crâne. Là elle se réveille, a dit une voix de femme quelque part à ma droite. Va chercher le docteur Alexander. J'ai essayé de tourner la tête vers la voix, mais une minerve me maintenait immobile. La panique a commencé à monter dans ma poitrine en réalisant que je ne pouvais pas bouger correctement. N'essaie pas de bouger, dit la femme en entrant dans mon champ de vision. Elle portait un uniforme bleu et sa plaque l'identifiait comme Isabelle, infirmière diplômée. Tu as eu un accident ? Ce n'était pas un accident, pensais-je. Ma sœur m'a poussé. Ma famille a regardé, mais ma gorge était trop sèche pour parler, et quand j'ai essayé, il n'est sorti qu'un râle rauque. Tiens, dit Isabelle en approchant une paille de mes lèvres. 2 petites gorgées. L'eau fut la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée, rafraîchissant ma gorge desséchée. Après quelques gorgées, j'ai essayé encore. Combien de temps, ai-je réussi à demander. Tu es restée inconsciente pendant 3 jours, répondit Isabelle avec une expression compatissante. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Avant que je puisse répondre, un grand homme en blouse blanche entra dans la chambre, un dossier à la main. Mademoiselle Coleman, je suis le docteur Alexander. Je suis heureux de voir que vous êtes réveillée. Vous nous avez inquiétés. L'heure qui suivit fut un tourbillon de questions, d'examens et d'informations dévastatrices. J'avais subi une grave commotion cérébrale, 3 côtes cassées, un poignet fracturé et un traumatisme à la colonne vertébrale. Le médecin était particulièrement inquiet de la blessure à la colonne, expliquant qu'il pourrait y avoir des conséquences à long terme sur ma mobilité. Mobilité, ai-je répété, mon esprit allant immédiatement au basket. Est-ce que je pourrais rejouer? L'hésitation du docteur Alexander m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Il est trop tôt pour donner une réponse définitive. Tu auras besoin de plusieurs mois de kinésithérapie, peut-être d'une chirurgie, selon l'évolution. Le sport professionnel pourrait être compromis pendant un temps, peut-être définitivement. Ces mots m'ont frappé comme une autre chute dans les escaliers. Mon contrat, mon avenir, tout ce pourquoi j'avais travaillé, tenait soudain à un fil. J'ai fermé les yeux pour retenir mes larmes. J'ai besoin d'appeler mon copain, ai-je dit, et mon entraîneuse. Ils doivent savoir ce qui est arrivé. Bien sûr, acquiesça le docteur Alexander.
L'infirmière Isabelle t'apportera un téléphone. Mais veux-tu qu'on contacte ta famille d'abord? Personne n'est venu te voir pour l'instant, mais on peut les joindre si tu donnes leurs informations. Ces mots m'ont glacé. Personne n'était venu. Ni mes parents, ni mes frères, personne de ma famille ne s'était soucié de savoir si j'étais vivante ou morte après que j'ai été poussée dans les escaliers de leur propre maison. Ils savent ce qui s'est passé, ai-je murmuré. Ils étaient là. Le docteur Alexander et l'infirmière Isabelle ont échangé un regard rapide, et j'ai vu les questions muettes dans leurs yeux. Avant qu'ils n'insistent, j'ai demandé un moment seul, prétextant avoir besoin de repos. En réalité, j'avais besoin d'espace pour digérer cette nouvelle trahison. Cette confirmation que l'indifférence de ma famille avait franchi la ligne, devenant de la cruauté pure. Plus tard dans la nuit, l'infirmière Isabelle revint pour prendre mes constantes. Pendant qu'elle ajustait ma perfusion, elle hésita puis parla à voix basse. « Je ne devrais pas te dire ça, mais je pense que tu dois le savoir. Ta famille est venue une fois, la première nuit où tu as été admise. Ils n'ont pas demandé à te voir. Ils voulaient seulement récupérer tes affaires, ton téléphone, ton portefeuille, tes clés. La politique de l'hôpital nous oblige à les remettre à la famille. Je suis désolé. » Cette révélation fut comme un couteau tordu dans mes entrailles. Ils n'étaient pas venus voir si j'allais bien, ni s'excuser. Ils étaient venus pour mes biens, comme des vautours sur un cadavre. « Merci de me l'avoir dit », ai-je murmuré, les larmes coulant enfin sur mes joues. L'infirmière Isabelle a pressé doucement ma main avant de partir, et une fois de plus, je suis resté seul avec les bips des moniteurs et le poids écrasant de l'abandon. Le lendemain matin, la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement et Marcus entra en courant, le visage pâle d'inquiétude. Quand il me vit bandée et couverte d'ecchymoses, reliée à plusieurs machines, il s'arrêta net, son expression passant de l'inquiétude à l'horreur. « Robin » murmura-t-il en traversant la pièce en trois grandes enjambées et en prenant délicatement ma main valide dans les siennes. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ça fait des jours que j'essaie de t'appeler. » La digue a cédé et tout est sorti d'un coup, les mots, les sanglots, la rage. Je lui ai raconté ma visite à la maison, les cadeaux, la jalousie de Vanessa et la trahison de mes parents. Je lui ai raconté ma chute, mon réveil seul, et l'histoire de ma famille qui n'était venue que pour prendre mes affaires. Marcus a écouté en silence, choqué, serrant ma main à chaque détail. Quand j'ai fini, il tremblait littéralement de colère. « Je vais les faire payer pour ça », dit-il d'une voix basse et contrôlée, ce qui la rendait encore plus effrayante que s'il avait crié. Ce n'était pas un accident, c'était une agression. Et ils t'ont laissé ici pour mourir. Ils ont pris mon téléphone, me suis-je soudain rappelé. Tu as aussi essayé de les appeler. Tous les jours, depuis que tu n'as pas répondu à notre appel de routine, confirma Marcus. Ton numéro tombait directement sur la messagerie. Et quand j'ai essayé d'appeler chez tes parents, ton père a décroché une fois, il m'a dit que tu n'étais pas là, et ensuite ils ont arrêté de répondre. J'étais sur le point de déclarer ta disparition quand l'hôpital m'a enfin contacté grâce aux informations d'urgence dans ton portefeuille, retrouvées dans ta voiture. Ma voiture. Je l'avais oubliée, toujours garée dans l'allée de mes parents. Encore une chose qu'ils essaieraient sûrement de réclamer. Il y a autre chose, ai-je dit, hésitant à exprimer le poids qui me hantait depuis ma conversation avec le docteur Alexander. Le médecin dit que je pourrais ne jamais rejouer. Le contrat, les blasts, tout ce pourquoi j'ai travaillé, ça pourrait être perdu. L'expression de Marcus s'adoucit. Laisse-moi m'inquiéter pour le contrat. Toi, concentre-toi sur ta guérison. On réglera le reste plus tard. Plus tard dans la journée, l'entraîneuse Sophia arriva, ayant pris l'avion depuis Chicago dès que Marcus l'avait appelée. Contrairement à lui, elle ne tenta pas de cacher sa colère. Ces gens ne sont pas ta famille, déclara-t-elle en faisant les 100 pas au pied de mon lit. La famille ne fait pas ça. Pour moi, ils sont morts. L'équipe parle déjà d'annuler le contrat, ai-je avoué, exprimant ma plus grande peur. Marcus essaie de contacter la direction, mais personne ne répond. Mais qu'ils essaient, dit Sophia avec férocité. On a des options, juridiques, médicales. Ce n'est pas fini, Robin. Loin de là. Au fil de la journée, le choc initial commença à s'estomper et une nouvelle émotion prit racine en moi, la détermination. La même détermination qui m'avait porté à travers des années d'entraînement, à travers l'université, à travers chaque obstacle sur ma route vers le basket pro. J'étais peut-être à terre,
mais je n'étais pas vaincu. Pas encore. Ce soir-là, l'infirmière Isabelle entra avec d'autres nouvelles inquiétantes. J'ai vérifié tes papiers d'admission, dit-elle doucement. Les infos de ton assurance santé ont été mal saisies. Et quand on a essayé de les vérifier, on a découvert que ta couverture avait été annulée. Elle hésita. Et il y a eu de gros retraits sur ton compte bancaire ces 2 derniers jours. Le service financier de l'hôpital a relevé ça en essayant de faire une demande de paiement. Quoi? J'ai tenté de me redresser, grimaçant à cause de mes côtes. C'est impossible. Je suis la seule à avoir accès à ce compte. À moins que quelqu'un n'ait écarté ton code, dit Marcus gravement, ou qu'ils aient falsifié ta signature pour les retraits. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout était en possession de personnes qui avaient déjà montré qu'elles me voulaient du mal. Des personnes qui connaissaient mes habitudes, mes mots de passe, peut-être même mes infos bancaires. Ils sont en train de me voler, ai-je murmuré, la trahison atteignant des profondeurs que je ne croyais pas possibles. Après tout le reste, ils me volent pendant que je suis à l'hôpital. La mâchoire de Marcus s'est crispée. J'appelle la banque tout de suite. Je gèle tes comptes et ensuite j'appelle la police. Ça se termine aujourd'hui. Pendant qu'il sortait pour passer ses appels, je me suis adossé aux oreillers, une étrange calme m'envahissant. La douleur était toujours là, physique et émotionnelle, mais elle était désormais accompagnée d'une résolution froide et claire. Ma famille avait enfin montré son vrai visage, sans le moindre doute. Il n'y aurait plus de quête de leur approbation, plus d'espoir de réconciliation. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je ferai le mien. Quand Marcus est revenu, son expression m'a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. Les dégâts sont importants, a-t-il dit. Ils ont vidé ton compte courant, atteint la limite de tes cartes de crédit, et ont même essayé d'accéder à ton compte d'investissement, mais heureusement il fallait une vérification supplémentaire. Combien, ai-je demandé d'une voix ferme. Presque 80 000 au total. J'ai fermé les yeux pour encaisser ce dernier coup. Puis je les ai rouverts, croisant le regard de Marcus. Je veux porter plainte, ai-je dit. Contre tous. Contre Vanessa pour agression, et contre tous pour vol. Je veux qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Marcus a hoché la tête, un sombre sourire s'étirant sur son visage. J'espérais que tu dirais ça. J'ai déjà un ami au parquet en attente. À la tombée de la nuit, quand les heures de visite se sont terminées, je me suis retrouvé de nouveau seul dans la chambre d'hôpital. Mais cette fois, la solitude était différente. Je n'étais pas abandonné, j'avais simplement dépassé les personnes toxiques qui prétendaient être ma famille. À la place, j'avais trouvé un vrai soutien en Marcus et Sophia, des gens qui avaient tout laissé pour être à mes côtés quand j'en avais le plus besoin. Demain amènerait médecin, avocat, rapport de police, et le début d'un long combat pour la justice et la guérison. Mais cette nuit-là, malgré la douleur et l'incertitude, j'ai senti quelque chose d'inattendu remuer dans ma poitrine. La liberté. La liberté qui vient quand on accepte enfin une vérité dure et qu'on décide d'avancer sans le poids de faux espoirs et attentes. Ma famille m'avait laissé seul dans le coma, mais je n'affronterais pas l'avenir seul. Et ils apprendraient bientôt que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées quand ils m'ont laissé pour morte au pied de ces escaliers. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Marcus déjà dans ma chambre, l'ordinateur portable ouvert et un bloc-notes rempli d'annotations. Il avait ce regard concentré que j'avais appris à reconnaître dans ses dossiers les plus difficiles, celui qui signifiait qu'il construisait une affaire, pièce par pièce, méthodiquement. « Bonjour », dit-il en remarquant que j'étais réveillé. « Comment tu te sens ?» Comme si j'étais tombé dans un escalier, ai-je répondu avec un faible sourire, mais prêt à riposter. « Qu'est-ce que tu as là ?»« Le début de notre dossier contre ta famille, » dit-il en tournant l'ordinateur pour que je voie l'écran. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit pour rassembler des preuves. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la matière. Pendant l'heure suivante, Marcus m'a expliqué ce qu'il avait découvert. Mes parents n'avaient pas seulement retiré de l'argent de mes comptes, ils avaient aussi fouillé systématiquement mes informations personnelles, contacté des créanciers, et même tenté d'accéder à mes comptes e-mail. La banque a tout gelé et enquête sur les retraits frauduleux, expliqua Marcus. Tes cartes de crédit ont été annulées et on a lancé la contestation des dépenses qu'ils ont accumulées. Mais ça, c'est juste la partie financière. L'agression est l'accusation la plus grave, et c'est là qu'on doit concentrer nos efforts.
Le docteur Alexander est arrivé pour sa tournée du matin avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes, mes scanners cérébraux ne montraient pas de dommages permanents dus à la commotion. Les mauvaises, le traumatisme de la colonne était pire qu'on ne le pensait au départ et je devrais définitivement être opéré pour éviter des complications à long terme. Et le basket, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Le sport pro sera difficile, voire impossible après ce type de blessure, confirma Teil avec douceur. Même avec le meilleur résultat possible de la chirurgie et de la rééducation, le niveau de stress physique du basket professionnel sur la colonne risquerait de causer de sérieux problèmes plus tard. J'ai hoché la tête en avalant ma salive. Quand puis-je me faire opérer? On peut programmer ça pour le début de la semaine prochaine. En attendant, on doit commencer à te renforcer autant que possible. La kiné commence demain, juste quelques exercices doux pour éviter l'atrophie musculaire. Après le départ du docteur Alexander, je me suis tourné vers Marcus, les larmes aux yeux mais la voix déterminée. Ils ne m'ont pas seulement fait du mal, ils m'ont volé ma carrière, mon futur. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, balayé en un instant parce que Vanessa ne supportait pas de me voir réussir. Je sais, dit Marcus en prenant ma main. Et on va les faire payer pour chaque once de ça. Sophia est déjà en discussion avec la direction de l'équipe. Il peut y avoir des options pour toi chez les Blast, même si tu ne peux pas jouer. Des postes d'entraîneuse, de développement des talents, du travail au bureau. Rien n'est décidé encore. Plus tard dans l'après-midi, le détective Rivera du département de police de Boston est venu prendre ma déposition. C'était un homme sérieux, aux yeux bienveillants, du genre qui avait tout vu sans s'endurcir totalement. Je veux être clair sur ce que vous alléguez, dit-il après que j'eus fini de raconter les faits. Vous dites que votre sœur vous a délibérément poussé dans les escaliers avec l'intention de causer de graves blessures, et que vos parents non seulement n'ont pas cherché des soins immédiats, mais ont ensuite volé vos effets personnels et vos avoirs financiers. Oui, ai-je confirmé, et il y a des témoins. Mon frère Noah était là, il a tout vu. Le détective Rivera a pris des notes. Nous allons interroger toutes les parties. Avez-vous d'autres preuves pour étayer vos affirmations? Marcus est intervenu. Nous avons les relevés bancaires et de cartes montrant des transactions non autorisées après l'hospitalisation de Robin. Nous avons aussi les registres de l'hôpital indiquant que des membres de la famille ont récupéré ses effets sans demander de ses nouvelles. Ça établit le vol. Le détective Rivera a hoché la tête. L'agression est plus compliquée sans preuve directe ou témoin coopératif. Il y a peut-être autre chose, ai-je dit, un souvenir remontant soudain. Madame Anquin, notre voisine. Sa caméra de sécurité donne sur notre porte d'entrée. Si elle enregistrait ce soir-là, elle a peut-être capté Vanessa et moi à travers la fenêtre. L'expression du détective Rivera s'est légèrement éclairée. C'est très utile. Nous allons vérifier immédiatement. Après son départ, Marcus a passé quelques appels pour retrouver les images de sécurité. À notre surprise et notre soulagement, Madame Anquin non seulement avait les images, mais voulait aider. Elle avait toujours été gentille avec moi, venant souvent à mes matchs de lycée quand mes propres parents ne se donnaient pas la peine d'y aller. Elle dit que la caméra a bien filmé l'avant de ta maison, y compris des parties de l'entrée visibles par la fenêtre latérale, m'a rapporté Marcus après lui avoir parlé. Elle remet les images à la police en ce moment. Une autre preuve inattendue est apparue quand Marcus a vérifié mes affaires récupérées. Mon téléphone, que ma famille avait pris mais que la police avait retrouvé lors de sa première enquête, enregistrait de l'audio au moment des faits. Tu as dû lancer par accident l'appli dictaphone avant que la dispute ne commence, a expliqué Marcus. Sa voix était pleine d'une émotion contenue pendant qu'il me faisait écouter l'enregistrement. La qualité n'était pas parfaite, mais assez claire pour entendre les accusations furieuses de Vanessa, le mépris glacial de mes parents face à mon succès et enfin le moment crucial. Tu fais toujours ça. Tu joues la victime quand les choses ne vont pas comme tu veux. Pauvre Robin, si incomprise, si peu appréciée. Je ne me fais pas la victime. J'ai juste besoin d'une minute seule. Seule. Tu veux être seul? Très bien. Puis vinrent les bruits de lutte, mon cri en tombant, les coups terribles de mon corps contre chaque marche, et enfin, le plus accablant, la voix froide de ma mère, elle l'a mérité. Suivi par la réponse tout aussi glaçante de mon père, prend son portefeuille et son téléphone. On a besoin de ces cartes et de ces codes avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. L'enregistrement a continué plusieurs minutes, capturant leur discussion sur la façon d'accéder à mes comptes et sur ce qu'ils diraient aux gens à propos de mon absence.
C'est mieux que n'importe quel témoin, dit Marcus, les yeux écarquillés. Ce sont eux, dans leurs propres mots. Non seulement ils ne t'ont pas aidé après l'agression, mais ils ont planifié activement de te voler alors que tu étais inconsciente. Avec cet enregistrement et les images de sécurité de Madame Anquin, le détective Rivera a pu agir rapidement. Des mandats d'arrêt ont été délivrés, pour Vanessa, pour agression aggravée, et pour mes parents, pour vol, fraude et négligence criminelle. Pendant que la machine judiciaire se mettait en route, je me concentrais sur ma récupération physique. Les jours se fondaient en une routine de gestion de la douleur, de séances de kiné et de préparatifs pour ma prochaine chirurgie. Sophia partageait son temps entre l'hôpital et les réunions avec la direction des Chicago Blast, se battant pour sauver ce qu'elle pouvait de mon contrat. Et ils sont compréhensifs face à ta situation, m'informa-t-elle après une longue réunion. Et ils explorent l'idée d'un contrat modifié qui t'offrirait un poste dans l'organisation pendant ta convalescence, avec la possibilité d'activer le contrat de joueuse si tu arrives à revenir sur le terrain. C'était la nouvelle la plus encourageante que j'avais entendue depuis mon réveil à l'hôpital. Un petit rayon de lumière dans l'obscurité qui avait envahi ma vie. 5 jours après avoir repris conscience, alors que je terminais une séance de kiné, l'infirmière Isabelle entra précipitamment avec une expression alarmée. « Ta famille est là, dit-elle dans un souffle. Ils exigent tous de te voir, disant qu'il y a eu un malentendu sur l'enquête policière. La sécurité essaie de les retenir dans le hall, mais ils font un scandale. » Mon rythme cardiaque s'emballa, le moniteur à côté de mon lit s'affolant en réponse à mon stress soudain. Marcus, assis dans un coin à examiner des documents légaux, se leva aussitôt. « Ils n'ont pas le droit d'être ici, dit-il en sortant déjà son téléphone. J'appelle le détective Rivera. Ne les laissez pas approcher de cette chambre. Mais pendant qu'il parlait, des voix en colère se rapprochaient dans le couloir. Le ton autoritaire de mon père, l'indignation aiguë de ma mère, les accusations furieuses de Vanessa. C'est notre fille. On a tous les droits de la voir. Tout ça est un malentendu. Robin est confuse à cause des médicaments. Elle ment, surtout. Je ne l'ai jamais poussée. Les voix étaient juste derrière ma porte maintenant et je me suis recroquevillé contre les oreillers, un vrai frisson de peur me traversant. Ces gens, ces étrangers qui partageaient mon sang, avaient déjà montré combien ma vie comptait peu pour eux. Que feraient-ils s'ils entraient dans ma chambre? Au moment où la poignée commençait à tourner, une nouvelle voix s'imposa dans le tumulte du couloir, calme mais avec une autorité indiscutable. Kenneth Coleman, Linda Coleman, Vanessa Coleman. Je suis le détective Rivera de la police de Boston. Vous connaissez l'ordonnance d'éloignement qui vous interdit de contacter Robin Coleman. Je vais vous demander de vous éloigner immédiatement de cette porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis vinrent des protestations vite coupées par la réponse directe du détective Rivera. Vous partez volontairement, ou vous partez menotté pour violation d'une décision de justice. À vous de choisir, mais vous avez 10 secondes. Des grognements furieux, des pas qui s'éloignaient, puis un doux coup frappé à ma porte. Mademoiselle Coleman, je suis le détective Rivera. Votre famille est en train d'être escortée hors des lieux. Est-ce que je peux entrer? Quand j'ai donné mon accord, il entra, suivi d'un agent en uniforme resté près de la porte. L'expression du détective Rivera mélangeait une préoccupation professionnelle et une sympathie personnelle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête, même si mes mains tremblaient encore. « Merci d'être arrivé si vite. J'étais justement en route pour vous tenir informé, expliqua-t-il. Nous avons terminé notre enquête et le procureur a décidé d'aller de l'avant avec tous les chefs d'accusation. Votre famille sera formellement inculpée la semaine prochaine. Et vu ce qui vient de se passer ici, je ne serais pas surpris que le juge refuse la libération sous caution, au moins pour votre sœur. C'était une petite victoire, mais importante. Ma famille allait répondre de ses actes, faire face à une justice qu'ils n'avaient probablement jamais imaginée. Quand le détective Rivera partit, promettant de poster un policier devant ma chambre pour le reste de mon séjour, j'ai ressenti un mélange étrange. Du soulagement que le danger immédiat soit passé, de la satisfaction que justice soit faite, mais aussi une profonde tristesse pour ce que ça aurait pu être, pour la famille aimante que j'avais toujours désirée mais que je n'avais jamais eue. Marcus revint à mes côtés, prenant ma main dans les siennes. « C'est presque fini, dit-il doucement. Bientôt, ils ne pourront plus te faire de mal. » Ça ne finira jamais, répondis-je, le poids de ma réalité sur mes épaules. Ce sont encore ma famille, les personnes qui m'ont élevé, celles qui étaient censées m'aimer.
Comment est-ce que je surmonte ça un jour? En construisant quelque chose de meilleur, dit-il fermement. En t'entourant de personnes qui se soucient vraiment de toi, qui te soutiennent, qui célèbrent tes réussites au lieu de les jalouser. En créant une nouvelle famille, basée sur l'amour et le respect, pas sur le sang. En le regardant, cet homme qui avait tout laissé tomber pour être à mes côtés, qui se battait pour moi avec toutes les ressources à sa disposition, j'ai compris que peut-être j'avais déjà commencé à construire cette nouvelle famille. Et peut-être qu'en dépit de tout ce que j'avais perdu, c'était quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Le jour de la comparution arriva 6 semaines après ma chute. J'avais subi une opération de la colonne 2 semaines plus tôt. Et même si l'intervention avait été un succès, j'étais encore faible et dans une douleur considérable. Les médecins m'avaient conseillé de ne pas aller au tribunal, craignant l'effort physique et le stress émotionnel que cela représenterait pour mon corps en convalescence. Mais j'étais déterminé à être là, à regarder ma famille dans les yeux pendant qu'ils feraient face aux conséquences de leurs actes. Ce n'était pas une question de vengeance, me suis-je dit. C'était une question de me défendre, de refuser d'être une victime plus longtemps. Tu es sûr de vouloir faire ça, demanda Marcus ce matin-là en m'aidant à m'asseoir dans le fauteuil roulant, qui serait mon soutien pour ma mobilité dans un futur proche. Personne ne t'en voudrait si tu suivais l'audience à distance. J'ai besoin d'être là, ai-je insisté. J'ai besoin qu'ils me voient. Qu'ils sachent qu'ils ne m'ont pas brisé, même s'ils ont tout fait pour essayer. La salle d'audience était bondée quand nous sommes arrivés. La nouvelle de l'affaire avait fuité dans la presse. L'histoire d'une athlète professionnelle trahie par sa propre famille était trop sensationnelle pour être ignorée. Les flashs des caméras nous ont éblouis pendant que Marcus me conduisait dans l'allée centrale jusqu'à notre place, à côté de la procureure, l'adjointe Gillian Carter. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-elle à voix basse, son expression compatissante mais professionnelle. « Ils seront tous là, et leurs avocats essaieront probablement de te présenter comme l'agresseuse ou de suggérer que la chute était un accident que tu exploites pour en tirer un avantage financier. » Je suis prête, l'ai-je rassuré, même si mon cœur s'accélérait. Nous avons les preuves. La vérité est de notre côté. La porte latérale s'est ouverte et 3 silhouettes ont été amenées par les agents du tribunal, mes parents et Vanessa, tous vêtus de tenues sobres qui ne pouvaient pas complètement cacher la colère et le ressentiment sur leur visage. Ils paraissaient plus petits, d'une certaine façon moins intimidants que dans mes souvenirs. Juste des gens ordinaires qui avaient fait quelque chose d'extraordinairement terrible. Alors qu'ils s'installaient à la table de la défense, leurs yeux ont parcouru la salle, s'arrêtant finalement sur moi. Le visage de mon père s'est durci. Le regard de ma mère a dévié, incapable ou peu disposé à soutenir le contact visuel. Mais Vanessa m'a regardé droit dans les yeux, son expression mélange de défi et d'autre chose, quelque chose qui aurait presque pu être de la peur. La procédure a commencé par la lecture officielle des chefs d'accusation. Vanessa a été inculpée d'agression avec circonstances aggravantes, tandis que mes parents faisaient face à des chefs de vol, fraude, négligence criminelle et conspiration. Tous les 3 ont plaidé non coupables, comme on pouvait s'y attendre. La procureure a présenté les preuves que nous avions réunies. Les images de la caméra de sécurité de Madame Anquin, montrant clairement Vanessa en train de me pousser à travers la fenêtre. L'enregistrement audio de mon téléphone, captant non seulement l'agression, mais aussi la réaction glaciale de mes parents et leur plan pour voler mes biens ensuite. Les relevés bancaires montrant les retraits et les dépenses frauduleux. Les dossiers hospitaliers documentant mes blessures et le comportement de ma famille. Pendant toute la présentation, j'ai observé les visages de ma famille. Mon père a gardé une expression stoïque, bien que sa mâchoire se soit nettement crispée quand l'audio a été diffusé. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la mère bouleversée, alors qu'elle n'avait montré aucune inquiétude quand j'étais réellement blessé. Le défi de Vanessa s'est peu à peu effrité à mesure que les preuves s'accumulaient, remplacé par une panique grandissante à mesure que la réalité de sa situation devenait évidente. Leurs avocats ont fait ce qu'ils ont pu. Suggérant que la poussée était une réaction impulsive lors d'une dispute familiale qui avait dégénéré. Que mes parents n'avaient pris mes affaires que pour les garder en sécurité. Que toute la situation était exagérée. Mais leurs arguments paraissaient faibles et désespérés face à des preuves aussi accablantes. Au fil de l'audience, la porte de la salle s'est ouverte discrètement et une silhouette familière est entrée pour s'asseoir au dernier rang. Charles Wilson, président des Chicago Blast, l'homme qui m'avait serré la main et accueilli dans l'équipe dans ce qui me semblait désormais être une autre vie, a hoché gravement la tête quand nos regards se sont croisés, sa présence étant un soutien silencieux qui signifiait plus que des mots.
Quand est venu le moment d'examiner la demande de mise en liberté sous caution, la procureure Carter s'y est opposée avec force. Monsieur le juge, les prévenus ont déjà montré qu'ils étaient prêts à nuire à la victime et à exploiter son état de vulnérabilité pour un gain financier. Ils ont tenté de violer l'ordonnance d'éloignement en forçant l'accès à sa chambre d'hôpital. Ils représentent une menace continue pour sa sécurité et sa convalescence. À ma grande surprise, le juge a été d'accord et a refusé la liberté sous caution pour les trois. Ils resteraient en détention jusqu'au procès, un processus qui pourrait prendre des mois. Alors que les agents du tribunal s'approchaient pour les emmener, mon père m'a enfin regardé directement, son expression mélange de colère et de quelque chose qui pouvait être de la honte. Puis son regard a glissé vers le fond de la salle où se trouvait Charles Wilson, et son visage a blêmi. « Oh mon Dieu, c'est Charles Wilson », s'est-il écrié assez fort pour que toute la salle l'entende. « Le président des Chicago Blast est ici. » L'exclamation a provoqué un remous dans la salle. Les têtes se sont tournées vers le dirigeant sportif. Mon père a semblé réaliser d'un coup toutes les implications de ce qu'il avait fait, lui et le reste de ma famille. Pas seulement à moi personnellement, mais à ma carrière, à ma relation avec une importante franchise sportive, à mon avenir. Ma mère, suivant son regard, a poussé un cri et a même vacillé, nécessitant l'aide d'un agent. Vanessa avait l'air de vouloir vomir, la couleur quittant son visage à mesure que l'ampleur de ses actes l'atteignait enfin. Un instant, nos regards se sont croisés à travers la salle, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, un regret sincère. Pas d'avoir été prise, pas à cause des conséquences, mais peut-être juste peut-être pour ce qu'elle avait fait à sa sœur. Pendant qu'on les emmenait, Marcus a pressé doucement mon épaule. « C'est fini », dit-il à voix basse. Au moins, cette partie. Mais je savais que ce n'était pas vraiment fini. Le procès restait à venir et, au-delà, le long chemin de la récupération physique, de la reconstruction de ma vie et de ma carrière à partir des morceaux brisés que ma famille avait laissés derrière elle. Pourtant, pour la première fois depuis mon réveil dans ce lit d'hôpital, j'ai ressenti une impression de fermeture, la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Après l'évacuation de la salle, Charles Wilson s'est approché de l'endroit où Marcus et moi attendions. « Mademoiselle Coleman », dit-il formellement en tendant la main. « Au nom de l'organisation des Chicago Blast, je veux vous exprimer notre plein soutien en cette période difficile. » « Merci d'être venu », ai-je dit, réellement touché par le geste. Je sais que l'équipe doit reconsidérer le contrat après ma blessure. En effet, répondit-il avec un léger sourire. C'est en partie pour ça que je suis ici. L'organisation a suivi votre situation de près et nous avons pris une décision. Même si votre carrière de joueuse est en pause pour l'instant, nous aimerions vous offrir un poste d'entraîneuse adjointe au développement des joueuses, avec tous les avantages médicaux et une version modifiée de votre contrat initial. Si vous pouvez revenir sur le terrain un jour, la porte restera ouverte. L'offre était si inattendue, si généreuse, que je n'ai pas pu parler un instant. Après tout ce que j'avais traversé, après la trahison, la perte et la douleur, voici un geste de confiance en mon avenir, en mes compétences, en ma valeur comme personne et comme professionnel. Je ne sais pas quoi dire, ai-je fini par lâcher, les larmes aux yeux. Dites Louis, s'encouragea Charles. Les Blasts ont besoin de gens comme vous, Robin. Des gens avec de la détermination, du cœur, capables de surmonter l'adversité. Ces qualités ne disparaissent pas juste parce que vous ne pouvez pas jouer pour l'instant. Alors oui, ai-je dit, un sourire perçant à travers mes larmes. Absolument oui. En sortant du tribunal, les reporters s'entassaient au bas des marches avec des caméras crépitants et des micros tendus. Marcus a commencé à diriger mon fauteuil roulant vers une sortie latérale pour les éviter, mais j'ai posé ma main sur son bras. Non, ai-je murmuré. Je veux leur parler. Je veux raconter mon histoire avec mes propres mots. Il a hésité, puis a hoché la tête, comprenant que cela faisait partie de mon processus de guérison, une manière de reprendre ma narration à ceux qui avaient tenté de la détruire. Alors que nous nous approchions de la presse, je me redressai dans mon fauteuil roulant, autant que ma colonne en guérison me le permettait. Je levai le menton et me préparai à affronter le monde selon mes propres termes, non plus définis par la famille qui m'avait trahi, mais par la force que j'avais trouvée en survivant à cette trahison. 18 mois peuvent tout changer. C'est ce que je ne cessais de penser en entrant sur le terrain pour la première fois depuis la chute. Pas comme joueuse, pas encore, mais comme l'entraîneuse Robin Coleman, entraîneuse assistante de développement des joueuses des Chicago Blast. Le chemin jusqu'à ce moment avait été plus long et plus dur que tout ce à quoi je m'étais déjà confronté. 3 opérations à la colonne.
d'innombrables heures de kinésithérapie. Des jours où la douleur était si intense que je ne pouvais pas me lever du lit. Des nuits où les cauchemars de la chute, de la trahison, de l'abandon me réveillaient en criant. Mais il y avait aussi eu des progrès. Passer du fauteuil roulant au déambulateur, du déambulateur aux béquilles, des béquilles à la canne et enfin, juste le mois dernier, faire mes premiers pas sans aide depuis plus d'1 an. Des pas petits et tremblants, mais les miens. Le procès s'était conclu 6 mois après la lecture des charges. Vanessa avait été condamnée à 5 ans pour agression aggravée, avec possibilité de liberté conditionnelle après 3 ans. Mes parents avaient reçu 3 ans chacun pour leurs crimes, ainsi que des ordres de restitution pour l'argent qu'ils avaient volé. La compensation financière ne signifiait rien pour moi, mais la reconnaissance de leur méchanceté, l'enregistrement public de ce qu'ils avaient fait, cela signifiait tout. Je n'avais plus parlé à aucun d'eux depuis ce jour au tribunal. Ma mère avait écrit plusieurs lettres depuis la prison, pleines d'auto-apitoiements et d'accusations à peine cachées disant que, d'une certaine façon, j'avais orchestré leur chute. J'avais arrêté de les lire après la 3e. Mon père n'avait jamais pris contact, son orgueil l'empêchant apparemment même d'essayer une réconciliation, même fausse. Mais Noah m'avait surprise. Mon frère cadet, qui avait été présent lors de l'agression, mais n'y avait pas participé, qui n'avait pas parlé pour me défendre, mais ne s'était pas non plus joint au vol, m'avait contacté par l'intermédiaire de Marcus 6 mois après le procès. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », avait-il écrit. « Je suis resté les bras croisés et je n'ai rien fait pendant qu'il te faisait du mal. J'ai été un lâche, mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur. J'ai coupé les liens avec maman, papa et Vanessa. Je vois un thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai accepté leur façon de te traiter pendant si longtemps. Je n'attends pas que tu m'acceptes à nouveau dans ta vie, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. » Je n'avais pas répondu immédiatement, incertaine de savoir si je pouvais ou devais permettre qu'un membre de ma famille de sang revienne dans ma vie. Mais finalement, après en avoir discuté avec Marcus et mon propre thérapeute, j'avais accepté une rencontre soigneusement encadrée dans un lieu neutre. Noah était nerveux, jouant avec sa tasse de café, incapable de me regarder dans les yeux au début. Il paraissait plus vieux, plus usé que ce que ses 24 ans devraient permettre. « Je ne sais pas comment commencer à m'excuser », avait-il dit. Sa voix n'était qu'un murmure. « Alors ne le fais pas », avais-je répondu sans cruauté. « Dis-moi seulement pourquoi. Pourquoi m'ont-ils tant détesté? Pourquoi as-tu laissé faire ?» La conversation qui suivit fut douloureuse, mais nécessaire. Noah expliqua comment nos parents avaient toujours favorisé Vanessa, comment son besoin constant d'attention et de validation avait façonné notre dynamique familiale depuis le début. Comment lui, en tant que plus jeune, avait appris très tôt que se ranger du côté de Vanessa et de nos parents était le chemin le plus facile. « Ça n'a jamais été à cause de toi », avait-il dit. Non, c'était vraiment à cause d'eux, de leurs insécurités, de leur vision tordue du monde. Vanessa ne supportait pas que tu sois vraiment talentueuse, vraiment réussie par tes propres efforts, alors qu'on lui avait dit toute sa vie qu'elle était spéciale mais qu'elle n'avait jamais réussi à le prouver. Et maman et papa ne supportaient pas que tu réussisses sans leur aide, que tu n'aies pas besoin d'eux comme Vanessa en avait besoin. Noah n'avait pas reçu mon pardon ce jour-là, ni la fois suivante, ni celle d'après. Le pardon, j'avais appris, n'était pas une seule décision, mais un processus. Un processus qui demandait du temps et des efforts des deux côtés. Mais il m'avait permis de revenir dans ma vie, d'une façon limitée. Et avec le temps, nous avions commencé à construire quelque chose de nouveau, de fragile, mais de potentiellement réel. Marcus avait été mon rock tout au long du processus. Il avait déménagé à Chicago avec moi quand j'avais accepté le poste d'entraîneuse, en ouvrant une nouvelle branche de son cabinet d'avocat là-bas. Notre relation s'était approfondie à travers la crise, forgée dans le feu du combat partagé. Il y a 6 mois, il m'avait demandé en mariage et j'avais dit oui, sans hésiter. Sophia avait aussi continué d'être une présence constante, servant de mentor dans mon nouveau rôle d'entraîneuse, me guidant à travers la transition de joueuse à formatrice. C'était elle qui avait suggéré qu'un jour je pourrais rejouer, peut-être pas au niveau professionnel, mais d'une façon ou d'une autre. Le corps se souvient, m'avait-elle dit pendant une séance de thérapie particulièrement difficile, quand je luttais pour réapprendre des mouvements qui autrefois étaient aussi naturels que de respirer. Et aussi le cœur. Tu restes une athlète, Robin. Que tu remettes les pieds ou non sur un terrain professionnel. L'organisation des Chicago Blast avait tenu parole, respectant son engagement envers moi-même quand les mois de récupération étaient devenus 1 an, puis plus.
Charles Wilson était devenu une sorte de figure paternelle, prenant régulièrement de mes nouvelles, toujours avec une vraie inquiétude et non par devoir d'entreprise. Et maintenant, me voilà de retour sur le terrain. Les jeunes joueuses à qui on m'avait assigné de travailler s'échauffaient, inconscientes de l'importance de ce moment pour moi. Pour elles, je n'étais que l'entraîneuse Coleman, la jeune assistante au visage sérieux et à la légère boiterie. En les regardant s'entraîner, en offrant parfois des conseils sur la technique ou la stratégie, je sentis une étrange paix m'envahir. Ce n'était pas le futur que j'avais imaginé pour moi, des années plus tôt, en m'entraînant seul sous la pluie. Mais c'était malgré tout un futur avec un but et un sens, un futur pour lequel j'avais lutté dur, créé à partir des cendres de la trahison. Le voyage m'avait appris beaucoup de choses, mais peut-être la plus importante était celle-ci. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'amour, par le soutien, par les personnes qui sont à tes côtés dans tes moments les plus sombres et qui croient en toi quand tu ne peux plus croire en toi-même. Marcus, Sophia, Charles, les coéquipières qui m'avaient rendu visite à l'hôpital, les kinés qui avaient célébré chaque petite victoire avec moi, eux étaient ma vraie famille. Un coach Coleman demanda une des jeunes joueuses, ballon à la main, interrompant mes pensées. Vous pourriez me montrer ce mouvement encore une fois? Celui où vous changez votre appui pour créer de l'espace pour le tir. Je souris en prenant le ballon de ses mains. Mes mouvements étaient plus lents qu'avant, plus délibérés, mais la mémoire musculaire était encore là, le savoir toujours intact. Alors je lui montrai, sentant le rythme familier du jeu couler à nouveau en moi. Et il s'agit de synchronisation et de confiance, de croire en toi-même, même quand personne d'autre ne le fait. La jeune joueuse hocha la tête, son expression sérieuse tandis qu'elle essayait d'imiter mes gestes. Je l'observais, lui offrant des corrections, des encouragements, toutes ces choses que j'avais un jour désirées mais que je n'avais jamais reçues de ma propre famille. Plus tard ce soir-là, alors que Marcus et moi étions assis sur le balcon de notre appartement surplombant l'horizon de Chicago, je partageais ces réflexions avec lui. Je crois que je suis enfin en paix avec ce qui s'est passé, dis-je en regardant le soleil se coucher sur la ville qui était devenue notre maison. Pas parce que je l'ai oublié ou parce que parfois ça ne fait plus mal, mais parce que maintenant je peux voir que ça m'a mené jusqu'ici, à cette vie, à ces personnes, à toi. Il prit ma main, son expression douce sous la lumière du coucher de soleil. Tu sais ce qui m'impressionne chez toi? Ce n'est pas que tu aies survécu à ce qu'ils t'ont fait, c'est que tu as refusé de laisser ça te définir. Tu as pris toute cette douleur et tu l'as transformée en quelque chose de beau. Pas seul, lui rappelai-je. Je n'aurais jamais pu le faire seul. Personne ne devrait avoir à le faire. Il acquiesça. C'est justement le point. Non, nous ne sommes pas faits pour affronter les défis de la vie isolée. Nous sommes faits pour nous élever les uns les autres, pour être meilleurs ensemble que séparés. Alors que la nuit tombait, les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles terrestres. Je pensais au long chemin qui m'avait mené jusqu'ici, à la famille que j'avais perdue et à la famille que j'avais trouvée. Je pensais aux jeunes joueuses que j'entraînais maintenant, à la possibilité qu'un jour je puisse aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin, sa force, sa voie. La douleur de la trahison ferait toujours partie de mon histoire, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais ce n'était plus toute l'histoire, ce n'était plus le chapitre qui me définissait, c'était simplement une pièce d'un récit plus grand, un récit qui continuait à se développer de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Et à ce moment-là, en voyant la nuit tomber sur Chicago, avec ma main dans celle de Marcus, mon futur s'étendant devant moi avec des possibilités que je commençais à peine à explorer, je sus que je n'avais pas seulement survécu à la trahison de ma famille, je l'avais transcendée. As-tu déjà dû reconstruire ta vie après que quelqu'un en qui tu avais confiance t'a trahi? Comment as-tu trouvé la force d'avancer? Partage tes histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours de dépassement après la trahison familiale a résonné en toi, mets un j'aime, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la famille n'est pas toujours le sang, mais les personnes qui sont à tes côtés quand c'est le plus important. Merci d'avoir écouté, et rappelle-toi, la famille que tu choisis est souvent plus forte que celle dans laquelle tu es né.